Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late and Smart, le talk du soir de Bismart consacré à l'actualité économique du moment. Au sommaire de cette émission, la course à l'électrique a bel et bien commencé. Stellantis fait part à son tour d'objectifs très ambitieux. Le groupe, né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, promet 70% de ventes de véhicules électrifiés en Europe d'ici à 2030 et annonce pour cela 30 milliards d'euros d'investissement entre 2021 et 2025. Un virage coûteux, mais qui pourrait s'annoncer bénéfique pour le tissu industriel européen. Également dans cette émission, le désordre de bataille européen sur le Covid-19. Le variant Delta progresse et entre les pays qui durcissent leurs règles et ceux qui les allègent, depuis une semaine, c'est plutôt la cacophonie qui domine dans l'Union. Comment l'expliquer et de quelle manière compromet-elle la reprise économique? Réponse tout à l'heure. Enfin, les GAFAM, un peu moins à la fête depuis quelques semaines en Europe. Entre la taxe GAFA en France, le projet de taxe numérique au niveau européen, ils sont l'objet de toutes les attentions, notamment de celle de l'autorité de la concurrence qui inflige 1,8 milliard d'euros d'amende en 2020. Un record, dopé notamment par l'amende de plus de 1,2 milliard d'euros imposée en mars 2020 à Apple et ses distributeurs. Ils sont deux à nous accompagner ce soir pour débattre. Adrien Ten, économiste chez BSI Economics, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Nous accompagne également en visioconférence Maxence Petit, fondateur de Colivio. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, même à distance. On commence comme chaque soir cette émission avec l'apéritif du jour. Comme chaque soir en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles accélèrent sur l'électrique. Une course à marche forcée pour les acteurs du secteur. Dernier en date à y rentrer, Stellantis, le groupe né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, promet 70% de ventes de véhicules électrifiés en Europe d'ici à 2030 et 40% aux États-Unis. Il annonce pour ce faire 30 milliards d'euros d'investissement entre 2021 et 2025. Adrien Ten, c'est à celui qui ira le plus vite, selon vous? Celui qui ira le plus vite, je ne sais pas, il y a déjà des parts de marché qui ont été prises, des acteurs qui se sont installés. Ce qui est certain, c'est que et la réglementation et peut-être aussi les aspirations des clients vont porter vers un développement de l'électrique. Et il ne faut pas oublier non plus que les règles européennes vont assez fortement contraindre les constructeurs automobiles, sous peine d'amende, à décarboner leur vente. Donc il y a un enjeu à la fois de se déployer, de rattraper le retard sur certains acteurs. Il y a certains acteurs qui ont déjà des bonnes parts de marché et puis trouver peut-être soit des partenariats innovants, soit des positionnements innovants qui permettront de répondre aux angoisses des clients sur les aspects d'autonomie, sur les aspects de capacité à gérer la recharge rapidement, peut-être être moins propriétaire des véhicules, donc peut-être pas le plus vite, mais celui qui trouvera le positionnement le plus innovant, c'est certain. Adrien Ten, ce virage se fait-il dans la douleur, selon vous, pour certains constructeurs ? Alors effectivement, c'est une réorganisation assez importante de la filière automobile, avec peut-être des nouveaux besoins de compétences, des besoins d'investissement, mais c'est des besoins d'investissement qui pourront s'amortir sur le temps et qui de toute façon vont être nécessaires face à une industrie qui aujourd'hui est contrainte d'évoluer. Donc des changements dans la douleur, c'est certain. Comme toujours, quand il y a une transformation, il va y avoir des perdants et des gagnants. Donc l'enjeu après pour les pouvoirs publics, pour les aides publiques et puis pour l'ensemble de la filière, c'est d'aider la transformation et de s'assurer que on aide autant que possible les perdants ou ceux qui doivent se repositionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les sous-traitants. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des grands groupes, l'automobile, c'est aussi beaucoup de sous-traitants, c'est aussi des équipementiers qui ont souffert de la crise du Covid. Enfin, c'est beaucoup de monde. Donc évidemment, s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur et puis soutenir l'essor d'une industrie européenne sur ces sujets qui aujourd'hui fait pas forcément, qui aujourd'hui a peut-être du retard à rattraper sur certains enjeux. Maxence Petit, je rebondis sur ce que vient de dire Adrien Ten. En effet, c'est une bonne nouvelle pour le tissu industriel européen. On le voit avec la construction d'usines de batteries en France, en Allemagne, en Italie. Oui, alors si on se place purement du point de vue des actionnaires de Stellantis, oui, c'est certainement une bonne nouvelle à court terme. Maintenant, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ces annonces arrivent assez tard, par exemple par rapport au groupe Volkswagen, qui a déjà très largement attaqué
sur ce champ de l'électrique et qui a pris une avance considérable. Donc moi, je trouve que ça nous interroge sur la capacité de Stellantis à aller reprendre des parts de marché, sans parler de tous les nouveaux entrants hein, qui ont déjà commencé à prendre leur part sur ce marché. Donc je suis un petit peu dubitatif, honnêtement, par cette annonce. Je le suis d'autant plus que il me semble qu'elle aurait dû être associée à une annonce de stratégie aussi bien sur d'autres formes de techno qui doivent être développées. On a beaucoup parlé d'hydrogène en Allemagne ces derniers mois, on en parle, je trouve, pas beaucoup. Or, ça va quand même faire partie des enjeux, me semble-t-il, au regard des limites que pose le tout électrique. Aussi bien sur les cycles de production de ces véhicules, dont on ne sait pas aujourd'hui limiter finalement l'impact carbone. Donc il y a cette partie sur les technos peut-être encore plus innovantes que l'électrique, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard. Et puis, ça devrait aussi, me semble-t-il, être accompagné d'une réflexion plus profonde quant au business model, tout simplement, de ces acteurs. On voit, vous avez certainement entendu aujourd'hui l'annonce de la mairie de Paris qui annonce du 30 km/h partout en ville. Ça laisse penser que la voiture est quand même en train de perdre sa place dans nos villes, en tout cas dans le modèle de ce qu'on connaît aujourd'hui, où on possède une à deux voitures. Adrien faisait référence au modèle de la location, auquel je pense que ces acteurs ne prêtent pas suffisamment attention aujourd'hui. Quand on parle de location, il ne s'agit pas des acteurs traditionnels, mais d'acteurs des free floating, etc., qui, me semble-t-il, vont prendre une place de plus en plus importante. Pour être parisien, il n'est déjà plus question de prendre sa voiture dans Paris. On l'utilise finalement assez peu. Et je trouve que tous ces usages aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment pris en compte. Ces changements d'usage ne sont pas suffisamment pris en compte dans l'annonce de la stratégie de Stellantis de ces derniers jours. Adrien Ten, Maxence Petit parlait de bilan carbone, en effet, de la filière automobile. Est-ce qu'un bilan carbone neutre, c'est possible? Parce que c'est aussi la question qu'on se pose quand on parle d'électrique, quand on parle d'hydrogène. Aller vers le zéro émission, est-ce que c'est même possible dans ce secteur? Alors, le problème avec les bilans carbone, et en particulier quand on emploie la notion de neutralité, c'est sur quelle ampleur de production on regarde ça, à partir de quel moment on commence à compter et où est-ce qu'on s'arrête. Et sur la voiture électrique, c'est un vrai enjeu, parce que, comme l'évoquait Maxence à l'instant, il y a un certain nombre de limites sur la production. Donc, on connaît évidemment tous les débats autour des batteries, de l'extraction des matières premières et d'un certain nombre de besoins de cette filière sur des activités qui sont aujourd'hui émettrices de carbone. Donc évidemment, sur le bilan neutre, il faut absolument regarder à partir de quand est-ce qu'on commence à compter et jusqu'où on va dans l'utilisation et dans la mobilisation de cette voiture électrique et tout ce que ça va entraîner. Après, si on se place au cas particulier de la France, il y a un avantage indéniable du mix électrique français, c'est qu'il est largement décarboné, que ce soit grâce au nucléaire qui est la part majeure de la production énergétique. C'est ça qui peut être notre force ? Pour la décarbonation de la filière automobile électrique, c'est clairement un avantage. La filière automobile électrique en Pologne, où on a beaucoup de charbon, ou dans d'autres pays où c'est des centrales au fioul, ça présente moins d'intérêt. En France, le bilan globalement neutre, avec toutes les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, on peut s'en approcher, voire on peut avoir un gain à l'usage de la voiture électrique pour des voitures qui roulent beaucoup et pour peu qu'il y ait une substitution du thermique à l'électrique. Adrien Ten, un mot sur, un dernier mot, il nous reste une minute, sur ces objectifs très précis. On parle de 70% des ventes de véhicules électrifiés en Europe. Est-ce que ça me paraît risqué de faire ce genre de données, ce genre de chiffres très très précis ? Alors un pari risqué, je ne sais pas. De toute façon, les effets d'annonce et les ambitions de développement sont importantes. Et puis pour finir très, très rapidement, sur une filière où il y a des objectifs très volontaristes, les effets d'annonce peuvent aussi pousser à la modification des comportements. Parce qu'au final, ils annoncent 70% de ventes, mais il faut qu'il y ait des consommateurs en face qui achètent ces voitures-là. Donc il faut les rassurer, mettre en place les bonnes infrastructures, s'adapter, comme le mentionnait Maxence, à l'évolution des besoins et des habitudes de déplacement. Nouveaux usages.
Aux nouveaux usages, exactement. Donc c'est pas forcément un pari risqué, mais c'est un effet d'annonce pour montrer un volontarisme et que la ligne directrice, en tout cas prise par Stellantis, semble être retracée. En tout cas, c'est celle-là pour Stellantis. Merci Exactement. beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On parle de la bataille contre le virus du Covid qui sème le trouble dans l'Union européenne. Le variant Delta vient mettre à mal la coopération européenne alors que le 1er juillet devait marquer une belle date pour les Européens, celle du lancement du passeport sanitaire européen. Une semaine après, c'est pourtant la cacophonie qui domine. L'Allemagne assouplit ses règles, l'Espagne, elle, les durcit. En France, Clément Beaune, en charge des affaires européennes au gouvernement, nous recommande d'éviter fortement toute la péninsule ibérique cet été. Regardez cet édito dans Les Échos. Lucie Robquin parle même d'Europe puzzle. Adrien Ten, après 1 an et demi de crise sanitaire, on aurait pu s'attendre à une coordination au niveau européen. Oui, c'est certain. Après, la coordination au niveau européen a toujours eu des hauts et des bas. Et après plusieurs années du traité de Maastricht, après plusieurs années d'ouverture sur un certain nombre de sujets, après plusieurs années, des décennies de discussions sur la politique de défense européenne, on n'a pas plus de coordination. Donc, il n'y a pas forcément de nouveauté dans le fait que les pays européens n'arrivent pas à s'harmoniser sur ces règles-là. Il faut aussi reconnaître que ce sont des situations totalement inédites qui évoluent beaucoup en fonction des politiques de vaccination, de l'évolution de la vaccination dans les différents pays, des politiques qui ont été choisies pour ouvrir ou fermer certains lieux et espaces publics, et un intérêt ou en tout cas une envie ou un objectif de répondre vite à des évolutions pour empêcher que la situation dégénère. Et c'est vrai que face à des situations inédites et d'urgence, la réponse coordonnée européenne souffre de défauts importants parce que c'est toujours difficile de se mettre d'accord à 27, c'est toujours difficile d'harmoniser les règles, en particulier à l'entrée de l'été où il va y avoir des impacts touristiques majeurs pour des économies qui sont déjà largement affaiblies. Donc évidemment, prendre une décision commune européenne sur l'interdiction d'aller en Espagne ou au Portugal à l'entrée de l'été, qui est la plus forte période de tourisme, pour une économie qui a déjà fortement souffert du manque de tourisme l'année dernière, ça aurait certainement pris du temps qui n'est pas compatible avec l'évolution de la situation. Donc, cacophonie peut-être, et aussi des enjeux de réagir vite. Adrien Ten, je me permets quand même de rebondir sur ce que vous dites. Situation inédite, oui. On arrive quand même à la 4e vague. Donc on aurait pu se dire quand même à ce moment-là, 1 an et demi après le début de la crise sanitaire, qu'on aurait appris des choses. Dans les faits, on a appris des choses. Il y a un pass sanitaire qui a été créé, on a eu des évolutions sur les politiques de vaccination, il y a eu des progrès certains, donc il ne faut pas tout non plus jeter. On aurait pu attendre mieux, peut-être. Néanmoins, le variant Delta pose des nouveaux problèmes, même s'ils ne sont pas entièrement inédits. Il est plus rapide, plus virulent, il pose des questions sur la politique vaccinale des différents États, donc pas totalement inédit certes, mais des situations d'urgence qui nécessitent des adaptations rapides. Maxence Petit, est-ce que vous faites le même constat? Comment expliquez-vous cette cacophonie? Moi, je crois que je suis un poil moins indulgent qu'Adrien. Il me semble que pour ce qui est de cette situation, au mois de juillet, 1 an et demi après le début de la crise, on peut très bien comprendre dans la cacophonie qu'on a connue l'été dernier. Je suis assez surpris qu'entre-temps, on n'ait pas eu le temps de s'organiser, de définir un certain nombre de règles communes, en tout cas pour harmoniser les annonces. Alors, vous me direz, la situation est différente pays par pays. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au UK, en Espagne, au Portugal, on n'est pas exactement dans la même situation aujourd'hui. Mais je suis assez étonné que nos dirigeants n'aient pas justement saisi cette occasion, après pas mal de couacs quand même, particulièrement au début de la crise, je pense aux vaccins, aux masques, etc., où finalement ils ont déjà largement fait montre de leur incapacité à se coordonner. Justement, il y avait une belle occasion à saisir pour démontrer la capacité à parler d'une seule voix, ou en tout cas de façon un petit peu moins hérétique que celle qu'on connaît en ce moment. C'est-à-dire qu'on a quand même la France et l'Allemagne qui sont censés donner l'exemple sur un certain nombre de sujets, qui font leurs annonces entre hier et aujourd'hui pour recommander de ne pas aller dans un certain nombre de pays. Je trouve que c'est révélateur d'une incapacité
à se coordonner sur ces sujets-là, mais par ailleurs sur un certain nombre de sujets qui effectivement donnent à penser qu'on a de sacrés défis pour préserver notre Europe et en tout cas lui donner les moyens de s'améliorer dans la capacité à répondre à tous les Européens en parlant d'une seule voix. Maxence Petit, l'Union européenne avait commandé des vaccins pour tous les États européens. Est-ce que là où ça n'a pas marché, c'est sur l'après, sur les campagnes de vaccination? Est-ce qu'il fallait penser européen aussi derrière? Il me semble qu'il y a eu effectivement, alors il y a ce sujet-là, on peut quand même revenir aussi 3 minutes sur l'histoire des masques, qui a été une véritable, pour le coup, mascarade. Quand on sait qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passaient, ne serait-ce sur le tarmac des aéroports, entre pays européens, donc c'est quand même le signe d'une union qui n'en est pas vraiment une, en tout cas qui est malade. Sur les vaccins, tant qu'on ne pourra pas harmoniser un certain nombre de règles de fonctionnement qui ne sont pas forcément liées qu'à la crise actuelle, que ce soit dans les systèmes de santé, que ce soit dans la fiscalité, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à une limite dans la capacité de ces États à porter des réponses de façon cohérente à l'ensemble de la population. Adrien Ten, je vous voyais hocher la tête. On atteint des limites, en effet. Des limites, alors oui, c'est certain, des limites sur les fonctionnements actuels, mais surtout, là où je suis d'accord avec Maxence, c'est que quand il évoque la fiscalité, quand il évoque des politiques communes peut-être de santé, plus largement, il y a un moment où il faut se reposer la question des ambitions pour l'Europe et de si elles sont vraiment toujours partagées. Et Maxence a commencé en disant « je vais être moins indulgent qu'Adrien ». Je reste profondément attaché au projet européen, mais il ne faut pas non plus en négliger les faiblesses aujourd'hui. Elles existent, je pense que tout le monde en est conscient. Enfin, personne ne peut dire que tout a été réussi ces derniers mois et ces dernières années et demie. Et donc, il y a un moment où se pose aussi la question de quelles ambitions on met derrière ce projet-là pour surmonter les limites qui sont évoquées. Et s'il n'y a pas d'ambition, on en tire les conséquences et on ne réagit plus. Enfin, on redessine un peu l'Europe. Elle pourrait quand même avoir des conséquences sur le long terme, cette fracture aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Vous le disiez sur d'autres sujets bien avant le Covid. Est-ce que le Covid pourrait être le déclencheur vraiment d'un éclatement et d'un retour au chacun pour soi ? Alors, je veux pas jouer. Non, j'espère pas. Je ne veux pas jouer les jeux de mauvais augure. Après, comme après toutes les crises, alors il y a deux solutions. Toutes les crises sont des opportunités, mais là, on sort d'une crise qui va mettre les finances publiques de nombreux États dans des situations très difficiles. La dernière fois que l'Europe s'est retrouvée dans une situation de crise des finances publiques et de crise souveraine, ça n'a pas été facile pour tout le monde, avec des grandes questions sur l'avenir de certains États et leur place dans l'euro d'abord et au sein de l'Union européenne ensuite. Donc est-ce qu'il y a des risques à plus long terme? Ils dépendront de la façon dont on va gérer les opportunités ou les difficultés ou les faiblesses révélées par cette crise. Mais c'est certain qu'on va ressortir avec des points d'attention, que ce soit sur la capacité à avancer ensemble sur les finances publiques. Le plan de relance européen a été salué, mais on en voit déjà les limites, puisqu'il y a des voix qui se sont déjà élevées pour mentionner que c'était trop peu, trop tard. Je vais vous relancer tout de suite d'ailleurs, Adrien Ten, sur ce plan de relance européen. Où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce qu'il est remis en question aujourd'hui avec cette quatrième vague? Est-ce qu'il faut qu'il soit peut-être du coup plus important si on vit en effet une quatrième vague dès cet été? Alors, est-ce qu'il est remis en question? Je ne sais pas. Est-ce qu'il doit être plus important? Alors, c'était une des positions du président Macron. Quand on le compare par rapport aux États-Unis, il est loin de ça. La quatrième vague, à l'entrée de l'été, on verra l'évolution de la situation, mais ça va continuer à mettre des secteurs industriels et des secteurs économiques qui ont déjà été fortement affaiblis sous tension. Donc, il va forcément y avoir une pression pour continuer les aides et les mesures d'urgence. Est-ce qu'il va falloir aider ces secteurs-là plus et de façon plus structurelle? C'est possible. C'est toutes ces questions qui se posent en effet des aides aux entreprises. On va peut-être en reparler tout à l'heure. De quelle manière, là, cette vague qui arrive en plein milieu de l'été, de la saison estivale, pourrait-elle avoir un impact plus fort? C'est vrai que l'été dernier, on avait plutôt été épargnés. Une quatrième vague en pleine saison estivale, c'est quand même une saison où les Français consomment, les Français partent en vacances. Quel impact sur la croissance pourrait-elle avoir, cette quatrième vague, dès cet été?
Si les perspectives s'orientent mal et que le variant Delta conduit à une augmentation des contaminations, des hospitalisations et à une refermeture de l'économie, c'est certain que ça va fortement affaiblir l'économie et que ça va fortement affaiblir les prévisions de croissance. Après, on n'en est pas encore là. Il y a quand même eu un grand effort de vaccination. Il y a un certain nombre de pays qui ont atteint des niveaux de vaccination tout à fait élevés. Donc on peut espérer qu'on n'arrive pas à une situation où on doit refermer des pans entiers de l'économie, mais on voit déjà que les comportements de consommation et de déplacement sont en train de changer, avec une préférence pour des déplacements moindres, moins dépensés. On voit que les Français qui avaient beaucoup épargné pendant les premières vagues continuent à épargner beaucoup, et donc à moins consommer. Et quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, avec les États-Unis, encore une fois, qui sont un peu en avance sur nous, les dernières prévisions de croissance de consommation sont en train un peu de s'essouffler. Donc c'est pas forcément tout rose dans les prochains mois. Maxence Petit, cette 4e vague remet-elle en question, selon vous, l'efficacité des réponses apportées? Est-ce qu'il faut à chaque fois confiner, refermer les commerces? Est-ce qu'elle ne permettrait pas de se remettre en question, cette 4e vague aussi? Le sujet est tellement complexe, c'est difficile d'avoir une réponse très catégorique sur le sujet. La réalité, c'est qu'on ne sait pas combien de variants on va avoir. On est obligé de naviguer un petit peu au gré de ces évolutions. Je pense que pour le coup, les décisions qui ont été prises ces derniers mois ont été guidées évidemment par des enjeux sanitaires, mais aussi par des enjeux d'acceptabilité qu'il fallait prendre en compte. Je pense que notre gouvernement a fait un petit peu ce qu'il a pu déjà depuis un an et demi. Il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur la rentrée, parce que globalement, les oiseaux de mauvais augure vont dire que dès la fin du mois de juillet, début août, on aura déjà des remontées significatives, mais la réalité, c'est que pour arriver vraiment à une saturation critique des hôpitaux, etc., qui pourrait amener à un reconfinement, on sera déjà arrivé certainement fin septembre, début octobre. Est-ce qu'on va en arriver là? Évidemment, je le souhaite pas. Est-ce que ça va est-ce que d'ici là, on va avoir trouvé des nouvelles façons de procéder? Je l'espère. Ce que je sais, c'est que on s'est un petit peu quand même habitué à cette situation. Alors, il y a de la lassitude, mais il y a aussi une capacité plus importante d'adaptation, à ces nouvelles contraintes. Et je pense quand même qu'on a beaucoup appris ces derniers mois. On sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui marchent, d'autres qui marchent moins. Le tout, c'est d'être pragmatique et d'essayer de répondre au moment où les problèmes se posent, du moins en les anticipant le plus possible. Et de ce point de vue-là, on n'a pas grand-chose en tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher, ni à nos experts scientifiques, qui, encore une fois, naviguent à vue depuis le début, et de nos décideurs politiques qui cherchent à les écouter tout en essayant de combiner ça avec des enjeux économiques et des enjeux sociaux qui sont de plus en plus critiques si on regarde un petit peu la situation, particulièrement des couches les moins favorisées de la population. Maxence Petit, j'aimerais aussi avoir votre avis sur le plan de relance européen. On s'est fait en effet un peu surprendre par le variant Delta. Le plan de relance avait été mis en place donc avant. Est-il remis en cause selon vous ? Ce qui me semble être mis en cause, c'est le montant de ce plan. Quand on regarde, on fait beaucoup de références depuis le début de cette émission aux États-Unis. J'ai bien peur qu'on soit très très loin des besoins réels dont l'Europe l'argent dont l'Europe va avoir besoin dans ces prochains mois, dans ces prochaines années. Et j'ai bien peur que, alors que l'Europe était déjà dans une situation assez critique au regard de la situation économique dans les pays asiatiques et aux États-Unis, où globalement on est quand même un petit peu en train si ce n'est de disparaître, en tout cas de perdre un poids significatif. Je trouve que c'était la bonne occasion d'aller beaucoup plus loin, et peut-être qu'une 4e vague finalement déclenchera cette intention de nos décideurs de mettre plus d'ambition dans ce plan.
Adrien Ten. Oui, peut-être une petite réaction rapidement et pour faire le lien avec le sujet d'avant sur l'hydrogène. Est-ce que c'est pas aussi l'opportunité de réfléchir à un plan plus ambitieux sur l'hydrogène, l'électrique et tous les sujets qu'on évoquait? Enfin, l'hydrogène est déjà partie du plan de relance. Est-ce qu'on peut pas le renforcer? Et donc, voilà, reposer des ambitions plus importantes pour structurer des filières industrielles sur le long terme. Donc se reposer des questions sur le plan de relance, se reposer des questions aussi sur les aides accordées par l'État français. Si on prend le cas de la France, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Au moment où on s'apprête à débrancher la perfusion, que faut-il faire aujourd'hui si on vit une 4e vague? Est-ce qu'il faudra encore prolonger ces aides, Adrien Ten, notamment les aides accordées aux entreprises? Alors, sur la fin des aides, ça reste un grand débat. Il me semble que les exercices de cadrage budgétaire sont en cours ou enfin, sont vraiment au cœur des débats en ce moment. C'est certain qu'il faut prendre en compte l'incertitude de la situation qu'évoquait Maxence pour ne pas prendre des mesures trop vite et ne plus soutenir les franges les plus défavorisées de la population, les entreprises mais aussi les particuliers, surtout face à l'incertitude. Après, les enjeux qui vont se poser, c'est effectivement d'arriver à bien calibrer ça dans le temps pour porter un calendrier adéquat. Je ne suis pas certain qu'on évoque aujourd'hui beaucoup la fin des aides, peut-être leur adaptation, leur capacité à faire face à l'incertitude, mais... Repousser peut-être encore les échéances de remboursement pour certaines entreprises, pour les PGE notamment. Peut-être. Maxence Petit, faut-il prolonger selon vous les aides accordées aux entreprises? Et si oui, lesquelles? Alors moi, en fait, j'ai quand même le sentiment qu'on a ouvert le portefeuille depuis un petit moment. On l'a fait de façon assez significative. Je dirais que quitte à le faire, autant aller au bout. Parce qu'il n'y aurait rien de pire, finalement, de s'arrêter à mi-chemin, d'avoir fait autant d'efforts pour finalement ne pas aider les entreprises jusqu'au moment où elles seront en capacité de refinancer elles-mêmes leur activité. Donc oui, je pense qu'il faut, quelque part malheureusement, parce que derrière, c'est notre génération et les générations suivantes qui vont payer tout ça. Mais si on veut que tous ces efforts ne soient pas vains, oui, il va falloir continuer et certainement continuer encore un petit moment. Maxence Petit, on sait aussi que le moral des chefs d'entreprise est très important pour redémarrer, pour rebondir. Comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous vous sentez en ce moment et plus globalement, quel impact peut avoir cette 4e vague selon vous sur le moral des entrepreneurs aujourd'hui? Alors moi, je suis dans une situation particulière. Je développe des habitats pour seniors en perte d'autonomie. Donc autant vous dire que la crise actuelle n'a pas forcément porté préjudice à notre activité, loin de là, puisqu'il y a eu une prise de conscience sur la nécessité de mettre un terme au tout EHPAD, particulièrement pour les personnes en perte d'autonomie. On a un afflux d'investissements, particulièrement sur toute la partie immobilière qui est une composante de notre activité, parce que pour créer des lieux, il faut évidemment avoir des investisseurs, etc. Donc, moi, je ne suis pas forcément à l'image de tous les entrepreneurs français qui, pour certains, sont, me semble-t-il, assez inquiets. On parlait tout à l'heure de la location de voitures. J'ai un certain nombre de personnes dans mon entourage qui sont sur ces thématiques-là et qui souffrent quand même un petit peu de l'absence de touristes, de la perte, de la diminution des mobilités, etc. Donc, c'est un exemple parmi d'autres pour dire que je pense que voilà, on n'est pas dans une période facile. Après, c'est aussi notre responsabilité, justement, en tant qu'entrepreneur, de garder une forme d'optimisme, parce que si nous on le perd, je ne sais pas qui sera moteur. Donc voilà, on a quand même la chance, encore une fois, d'être dans un pays qui aide beaucoup, qui a beaucoup aidé. Comme je disais tout à l'heure, il faut continuer, mais on a quand même une chance assez extraordinaire et il faut en avoir bien conscience. On l'a d'un point de vue économique, mais on l'a aussi d'un point de vue de la santé. Cette crise est toujours d'ailleurs un stress test sur pas mal d'aspects. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, ça a mis en exergue le fait qu'il y avait pas mal de choses à remettre d'équerre de ce point de vue-là. Par contre, sur notre système de santé, sur les systèmes d'aide et d'assistance aux entreprises, en tant qu'employeur, j'ai encore eu aujourd'hui l'expérience avec Pôle emploi qui m'annonce des dispositifs assez extraordinaires pour nous aider à recruter dans des dispositions qui m'ont paru extrêmement généreuses, mais je dirais tant mieux. Donc voilà, j'ai plutôt envie d'être porteur de ce point de vue-là, d'un message d'optimisme et de satisfaction d'entreprendre dans un pays comme le nôtre.
Adrien Ten, la France a plutôt été exemplaire dans cette crise sanitaire. C'est ce en tout cas, on comprend en vous entendant tous les deux sur sa manière d'avoir géré, en effet, d'avoir aidé les entreprises avec plusieurs dispositifs. Aussi également sur l'aspect santé, avec des tests PCR qui sont gratuits, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. La France a été un exemple quand même sur ce plan-là au niveau européen. Alors, on a souligné tout à l'heure certaines faiblesses sur les masques, sur peut-être la stratégie vaccinale, sur la logistique qui était décriée à un moment. Il faut aussi reconnaître la réussite. Soyons dans l'optimisme aussi de temps en temps. Il faut reconnaître la réussite. Il y a quand même eu une réaction très rapide de la part des politiques et des mesures de soutien. La doctrine du quoi qu'il en coûte a été quand même affirmée très rapidement, alors qu'on était plutôt dans une phase, on était quand même issu on sortait de 10 ans de plutôt consolidation budgétaire avec des débats très durs sur la réduction des dépenses publiques, sur la nécessité de redresser les comptes. On est passé très rapidement à un quoi qu'il en coûte avec des mesures phares que peuvent être le PGE, que peuvent être l'activité partielle, qui ont soutenu beaucoup de monde. Donc dans l'ensemble, oui, il y a eu des mesures efficaces qui ont aidé beaucoup de gens. Après, la question va se poser. Et qui ont pu faire office d'exemple pour d'autres pays européens aussi ? Alors après, chaque pays a des spécificités sur son tissu industriel, sur la capacité à gérer des choses au niveau décentralisé, avec des économies plus ou moins locales et plus ou moins affectées. Mais oui, il y a eu des inspirations un peu entre les pays. Il y a eu des discussions aussi sur les aspects structurels. Le plan de relance européen a quand même été porté en partie largement par la France, notamment sur la mutualisation de certains moyens. Donc oui, il y a eu des belles réussites. Après, il faudra voir les impacts économiques de long terme. Il y a déjà des débats sur est-ce qu'on a trop aidé, est-ce qu'on a aidé des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui ne vont pas être profitables d'ici plusieurs années. Il est peut-être, je comprends les débats. Est-ce que en plein milieu de la crise, qui n'est pas finie, la 4e vague peut-être commence, est-ce que c'est le moment de les poser alors que derrière il y a des gens qui souffrent et qui ne sont pas favorisés? C'est pas forcément évident. On va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. GAFAM, la fête est finie. C'est la question que nous voulions poser ce soir à nos invités. Les géants du numérique sont l'objet de toutes les attentions au niveau politique, déjà entre la taxe GAFA au niveau français, le projet de taxe numérique au niveau européen, mais ils attirent aussi de plus en plus l'attention de l'autorité de la concurrence qui publie aujourd'hui son rapport annuel. Elle boucle une année record, 1,8 milliard d'euros d'amende en 2020, un chiffre dopé notamment par l'amende de plus de 1,2 milliard d'euros imposée en mars 2020 à Apple et à ses distributeurs. Adrien Ten, est-ce qu'il y a de quoi faire trembler les géants du numérique en ce moment ? Si on regarde les capitalisations boursières, tous les géants du numérique sont les plus grosses capitalisations boursières. Leurs actions ont connu des croissances à 2 chiffres sur les derniers mois et les dernières années. Donc est-ce qu'il y a de quoi trembler pour ces entreprises et leurs actionnaires ? Aujourd'hui, pas vraiment, ça a l'air plutôt bien orienté. Après, est-ce que pour autant, ils ne vont pas devoir s'adapter et échanger peut-être plus avec les pouvoirs publics sur des enjeux de rente, de régulation, de concentration, parce que ce sont devenus des acteurs importants qui s'étendent dans beaucoup d'aspects de nos vies. On connaît évidemment les problèmes sur les données, sur la consommation, sur l'épargne, sur toutes les interactions qu'on peut avoir avec ces acteurs et leur capacité à influer sur nos comportements, c'est certain. Donc, est-ce qu'il y a de quoi trembler aujourd'hui? Pas sur leur performance économique, en tout cas. Les chiffres démontrent que pour l'instant tout va bien pour elles et qu'a priori la route est encore assez droite. Est-ce qu'il va y avoir besoin d'adapter peut-être certains comportements, de donner des gages de conduite, de se plier à des nouvelles contraintes? C'est à peu près certain, mais d'un autre côté, ce sont des acteurs qui se sont développés dans des champs nouveaux, qui ont extrait des rentes de ces champs nouveaux, et l'histoire économique montre que une fois que les rentes sont développées, la régulation arrive pour essayer de contrôler, voire mettre fin à ces rentes. Maxence Petit, il n'y a peut-être pas de raison donc de trembler pour ces géants du numérique. En tout cas, il y a une détermination de la part des autorités françaises. Comment vous l'expliqueriez, cette détermination ? Alors, je crois qu'il y a un enjeu politique très fort qui justifie certainement une partie de la virulence des propos qu'on peut entendre à l'égard des GAFAM, que je cautionne et que j'entends en grande partie. Après, je pense que le problème, il est lourd. Voilà, il n'est pas français, et c'est un petit peu certainement
l'erreur qu'on fait en posant le débat, c'est-à-dire que bon, il y a cette taxe qui est appliquée aujourd'hui, mais qui disparaîtra aussitôt qu'un accord au moins européen sera mis en place. C'est un engagement de Bruno Le Maire. Je pense que la donne, elle a surtout changé au regard de la situation politique américaine. C'est-à-dire que il y avait une posture qui était particulièrement forte, voire radicale avec Trump. Biden semble être beaucoup plus prompt à discuter et particulièrement à remettre je dirais, à valoriser l'ensemble des dispositifs antitrust. Et finalement, je ne suis pas certain que ce soit par l'Europe que viendront les véritables problèmes qui pourraient se poser aux GAFA dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je pense qu'il y a largement de quoi s'interroger sur ce que vont être les décisions des autorités américaines au regard de ces positions ultra dominantes que ces groupes ont. Après, il faut garder à l'esprit que, effectivement, comme Adrien le disait, il y a un certain nombre d'enjeux, particulièrement au niveau des données, qui sont à prendre en compte et qui vont avoir des impacts, je pense, de plus en plus importants parce que la population est de plus en plus alerte, même si elle ne l'est certainement pas encore assez. Elle est de plus en plus alerte sur ces sujets-là et donc ça va devenir un sujet qui va monter et qui va devoir être mieux pris en compte que ça ne l'est aujourd'hui par ces acteurs. Adrien Ten, sur le projet donc, de taxe numérique au niveau européen, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Le premier projet avait échoué. Pourquoi, selon vous ? Et qu'est-ce qui fait que ce nouveau projet pourrait peut-être marcher aujourd'hui ? Double question. De mémoire, le premier projet avait échoué parce que les pays européens n'étaient pas alignés. Et en particulier, il faut quand même se rappeler qu'il y a certains États européens qui ont construit une partie de leur richesse nationale, en tout cas de leurs revenus nationaux, sur des exemptions fiscales ou des régimes fiscaux plus favorables que d'autres pays. Et donc un alignement évidemment difficile à construire entre des pays qui souhaitent continuer à maintenir ce positionnement tout simplement, parce que c'est un de leurs avantages compétitifs et que c'est bien naturel pour eux de vouloir le garder, et de l'autre des pays qui étaient peut-être plus volontaristes ou avec une histoire des taux d'imposition peut-être un peu plus élevés. Est-ce que ce nouveau projet a des chances de voir le jour ou en tout cas de s'affirmer ? Il y a quand même une tendance aujourd'hui vers une harmonisation internationale, européenne et aussi internationale. Cette impulsion américaine dont parlait Maxence Petit, en effet, des bases réforme fiscales. de taxes à 15%. La réforme de taxes à 15%. Alors nous, on est au-dessus aujourd'hui, mais à minima, ça réduit l'écart avec ceux qui sont en dessous. Donc il y a certainement une dynamique qui peut s'enclencher. Il ne faut pas oublier non plus que on sort de crise et que les États vont avoir besoin d'argent pour payer ce fameux quoi qu'il en coûte. Donc il peut aussi y avoir des intérêts bien compris à faire front commun dans une situation conjoncturelle aujourd'hui qui est différente de celle d'il y a quelques années. Ce ne serait pas négligeable de récupérer quelques milliards d'euros en effet en ce moment. D'ailleurs, pour faire le lien entre les deux, quel impact pourrait avoir cette taxe numérique au niveau européen sur cette taxe aujourd'hui proposée par Joe Biden au niveau mondial ? Elle viendrait certainement en outre. Alors là, je ne suis pas forcément familier de tous les termes des discussions, mais... Parce que Bruno Le Maire essaie justement de rassurer aujourd'hui les Américains sur cette question, parce qu'on ne peut pas imaginer une double taxe, enfin sûrement pas. Non, elle pourrait venir en complément. Après, des doubles taxes ou des taxes sur... des taxes qui viennent se rajouter, il y en a un certain nombre aujourd'hui sur la chaîne de production, donc ce serait pas la première. Après, il y a des enjeux qui vont être très vite posés sur la localisation des activités, qu'est-ce qu'on taxe et où, quelles sont les bases taxables, qu'il y ait des enjeux à rassurer les partenaires, notamment américains, sur le fait qu'on n'additionne pas tout et qu'on ne crée pas des millefeuilles fiscaux. C'est naturel, surtout qu'on a des traditions fiscales très différentes entre les États-Unis et la France, et l'Europe, de manière générale. Après, aujourd'hui, les textes étant encore en discussion pour partie, c'est pas forcément évident d'avoir tous les termes du débat. Maxence Petit, vous parliez donc de cette impulsion américaine. Les enjeux sont différents, j'imagine, pour les États-Unis et pour la France. Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment. Bien sûr, ces acteurs restent des vecteurs de l'hégémonie américaine. Donc, évidemment, il y a un prisme qui est extrêmement différent. Maintenant, je pense qu'il y a aussi
une volonté au-delà de la dimension européenne, il y a une volonté de l'Occident de faire, si ce n'est front, en tout cas de se poser la question de savoir comment peser dans le monde de demain au regard de la puissance des pays d'Asie, particulièrement de la Chine. Donc voilà, ça va. On nous parle depuis 1 an et demi du monde d'après. Toutes ces questions font partie du monde d'après, et je pense que c'est aussi lié à des changements quand même de consommation, hein, qui se font peut-être pas encore totalement ressentir. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en mouvement. On est dans une phase transitoire qui rendent assez curieux sur effectivement ce que ça pourra donner pour la suite. Après, on a quand même aujourd'hui cette chance, ou pas d'ailleurs, mais on peut constater que les discussions sont facilitées depuis l'arrivée de Biden au gouvernement américain. Donc, je pense que les prochains mois, et malheureusement, je pense que ça sera d'ici au moins 6 mois, c'est-à-dire en espérant qu'on soit sorti de la crise à ce moment-là, puisqu'il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, les différents États sont très concentrés sur cette crise. Et finalement, est-ce que ces sujets-là sont les sujets prioritaires au niveau et européen et au niveau américain? J'en suis pas certain. Oui, Adrien Ten, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est peut-être pas la priorité en pleine crise sanitaire, cette taxe. Je ne vous ai pas posé cette question, mais c'est vrai, on pourrait se la poser. On pourrait. Après, les États demeurent des institutions avec beaucoup de monde, beaucoup d'administration. La gestion de la crise sanitaire a occupé beaucoup de monde, c'est évident. Elle a occupé la parole publique, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les institutions, les administrations ont aussi continué à travailler sur leurs sujets. La défense sur les sujets de défense, l'énergie sur les sujets de transition énergétique. Et il est naturel aussi de se poser la question de la régulation du numérique, de l'usage des données. Maxence parlait de la nécessité de sensibiliser peut-être mieux les gens à l'usage des données, de prévoir le monde, de commencer à réfléchir au monde de demain et à l'importance du digital dans le monde de demain. Donc c'est assez naturel que ces discussions arrivent. Après, est-ce qu'elles vont avoir le devant de la scène médiatique alors qu'on est encore en pleine crise sanitaire? C'est pas forcément certain, mais c'est pas totalement non plus incongru de traiter de ces sujets-là au vu de leur enjeu structurel sur le long terme. C'est vrai qu'on a parlé des enjeux financiers de cette taxe. À juste titre, vous parliez aussi de l'enjeu de souveraineté aujourd'hui française, alors où on essaye un peu de pousser nos startups aussi françaises, d'accompagner cet écosystème. Il y a aussi un enjeu de souveraineté sur cette taxe pour la France, pour nos entreprises françaises. Alors, l'enjeu de souveraineté sur le numérique, il est important à plein d'égards. Après, est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions, parce que le numérique, c'est vaste, c'est une grande chaîne de positionnement stratégique, de partenaires commerciaux. Il y a le positionnement sur les données, le stockage des données. On parle des clouds souverains, des clouds européens. Il y a l'usage de ces données-là. Il y a aussi les acteurs. Donc oui, c'est une façon aussi de se repositionner dans un débat sur lequel, et Maxence le soulignait, les acteurs historiques sont très américains. Les futurs champions internationaux ont quand même l'air d'être très asiatiques, avec des très grands acteurs asiatiques qui commencent à poser des problématiques internationales. Revenir sur la scène internationale, peut-être en posant d'autres types de questions pour favoriser la scène française et européenne, c'est possible. Maxence Petit, même question. Est-ce qu'il y a un enjeu pour les entreprises françaises aussi de cette taxe, alors où on essaie, comme je le disais, d'aider, d'accompagner un écosystème des startups de la French Tech, hein, on peut dire ça? Ouais, on a quand même un petit peu le sentiment qu'on en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Entre autres, sur les problématiques de données, on a beaucoup parlé par ailleurs d'un Google européen, etc. Bon, c'est des sujets qui semblent être un peu des arlésiennes. Ce qui est certain, c'est que cette notion des données, en fait, va être, à mon avis, centrale et va avoir des impacts justement sur la capacité d'acteurs français et européens à émerger. C'est-à-dire que cette volonté de protéger nos données au niveau européen nécessairement créera des barrières plus fortes pour les acteurs extérieurs à l'Europe, et donc donnera peut-être plus de place à l'émergence d'acteurs français et européens. Adrien Ten, quelles seraient les pertes aussi, on n'en a pas parlé, pour les GAFAM de cette taxe? Est-ce que ça les impacterait véritablement? L'ampleur
Tout dépendra des montants qui seront choisis. La fiscalité peut frapper durement certaines positions établies et peut conduire à des réorientations. Après, les GAFAM ont démontré quand même leur capacité à réorganiser leurs flux, à réorganiser leur positionnement pour optimiser leur valeur et la valeur servie aux actionnaires, notamment, depuis le début de leur existence. Donc, est-ce que ça va conduire à une réorganisation? Est-ce que ça va conduire à une modification de certains de leurs positionnements? Ça dépendra des textes exacts, mais possiblement. Est-ce que pour le consommateur aussi, ça va revenir ça va impacter aussi peut-être sur une hausse de prix, peut-être? Alors le vrai problème sur les GAFAM, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur a l'impression que tout est gratuit. Il ne valorise pas ce qu'il donne. Quand un consommateur donne ses données à une de ces entreprises, il n'a aucune idée de la valeur. Moi, je n'ai pas forcément d'idée de la valeur de ce que je mets sur mon compte mail ou sur un des réseaux sociaux sur lesquels je vais. Et alors, c'est peut-être plutôt sur ces sujets-là, d'ailleurs, qu'on devrait travailler, essayer de sensibiliser les utilisateurs sur la création de valeur à laquelle ils participent et la rémunération qu'ils pourraient peut-être en attendre. C'était des idées qui ont été avancées à une époque et qui ne sont pas inintéressantes. Maxence Petit, est-ce que selon vous, on peut s'attendre donc à un impact sur le consommateur français, européen, de cette taxe aussi? Les GAFAM pourraient être amenés à réorganiser beaucoup de choses. Ouais, alors ça remettrait quand même en cause leur modèle aujourd'hui qui fait leur succès. Donc, je pense qu'ils ont une capacité de résilience qui est extrêmement importante aujourd'hui, même si, comme Adrien le disait, ça pourrait remettre en cause certaines positions extrêmement fortes de certains de ces acteurs. Est-ce que les Français vont en bénéficier? Est-ce qu'au niveau même plus européen, est-ce que en fait le consommateur, quel qu'il soit d'ailleurs, pourrait bénéficier? Très honnêtement, je ne crois pas. On a des acteurs qui sont d'une telle puissance que ils trouveront de toute façon les moyens pour préserver leur business model, en tout cas leur rentabilité. Après, comme le disait Adrien, au-delà de l'enjeu purement économique, que ce soit pour les entreprises ou pour les consommateurs, il y a vraiment cet enjeu, je dirais, de protection de la donnée. Adrien faisait référence au fait de pouvoir la monétiser, etc. C'est intéressant, mais je pense que, comme il le disait, il y a un gros enjeu avant tout à sensibiliser, parce que aujourd'hui, notre génération... Est-ce que cet enjeu est bien compris, selon vous, Maxence Petit, dans cette taxe? Parce que c'est vrai, quand on parle de taxe, on parle de taxer, donc de piocher dans les réserves des GAFAM. On ne parle pas de sensibilisation, c'est ce que vous nous dites tout à l'heure, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est ce que je pense, en tout cas, c'est qu'une partie de ces taxes devrait servir à sensibiliser et à apporter un certain nombre de dispositifs visant à mieux prévenir le fait que ces données partent un petit peu à volo et que finalement aujourd'hui personne ne soit réellement conscient de la valeur qu'ils créent, mais aussi de l'intrusion que ça peut représenter dans nos vies. On le voit de plus en plus avec un certain nombre de technos qui ont émergé depuis quelques années. Aujourd'hui, vous allez sur un moteur de recherche bien connu, vous avez quasiment le sentiment d'être écouté. Ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de libre arbitre, de souveraineté, etc. Et je pense que c'est des sujets qui sont quand même en train de monter. On est la génération qui a grandi avec Internet. Les générations suivantes sont nées avec Internet. Et ça change tout parce que finalement, il y a quelque chose de naturel qui potentiellement est un petit peu dangereux. On est peut-être un peu plus méfiant. Plus on est vieux, plus on est méfiant sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il va falloir quand même se donner les moyens d'éduquer la population, de s'éduquer sur ces thématiques. Et donc, Adrien Ten, vous êtes d'accord avec ça? Peut-être réutiliser donc l'argent de cette taxe pour sensibiliser, justement. Oui, et même indépendamment de l'argent de cette taxe, je pense que c'est un enjeu majeur que d'arriver à éduquer et à sensibiliser sur le fait que tout ça n'est pas gratuit. Adrien Ten, il nous reste une petite minute. Quel impact aussi pour avoir une telle taxe sur les marchés financiers? Comment vont réagir les investisseurs? Comment pourraient-ils réagir? L'histoire montre que sur les créations de nouvelles taxes, il y a toujours une réaction au début de méfiance, donc des investissements ou
en baisse, ou en tout cas un certain attentisme. Après, on sait que les investisseurs sont quand même plutôt heureux quand ça se passe bien pour les GAFAM. Oui, mais voilà, il peut y avoir un certain attentisme le temps de voir comment tout ça se passe, mais aussi, comme Maxence le disait, au final, l'impact est limité et que les entreprises se réorganisent et arrivent à maintenir leur modèle économique. Il n'y a pas de raison que cet attentisme se prolonge longtemps. À l'inverse, si c'est une taxe très dure qui sort et qu'il y a effectivement la bisbille entre les États-Unis et la France, l'Europe qui s'envenime, ça peut créer peut-être plus d'incertitudes. Mais à ce stade, il n'y a pas forcément beaucoup de péril en la demeure. La preuve, il n'y a pas forcément eu énormément de remous. De réactions pour l'instant. À ce stade. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission par l'after. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Après de longs mois de fermeture, les discothèques rouvrent enfin leurs portes ce vendredi. Seulement une minorité de professionnels devrait cependant reprendre l'activité dès aujourd'hui. Le protocole sanitaire strict en a dissuadé plus d'un. Adrien Ten, on ouvre au moment où Olivier Véran nous alerte sur la recrudescence de l'épidémie. On en a parlé, de cette 4e vague. Comment analyser cette stratégie ? On réouvre quand même les boîtes de nuit ce soir. On réouvre les boîtes de nuit au moment où la 4e vague recommence, donc ça peut sembler un peu incongru. Après, c'est un protocole sanitaire strict, donc on peut essayer de faire confiance. Une stratégie vaccinale qui a quand même démontré des réussites. Et puis aussi un pari et un optimisme sur l'avenir. Et les dernières expériences ont montré qu'on pouvait contrôler finalement ce qui se passait. Il y a eu des concerts-tests avec un bon degré de contrôle qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et au final, il n'y a pas eu de nouveaux clusters. Donc c'est optimiste et un pari sur l'avenir, mais plutôt envie d'être optimiste toujours. Ce Maxence Petit, vous êtes d'accord avec ça ? C'est un pari sur l'avenir, finalement, le gouvernement reste optimiste. Oui, alors moi je trouve que c'est totalement incohérent en fait. C'est totalement incohérent effectivement avec le contexte. Ces annonces ont été faites déjà il y a plusieurs semaines et la 4e vague n'était pas forcément aussi concrète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je pense que ça aurait pu mériter un peu plus d'interrogations. Mais au-delà de ça, Adrien faisait référence au protocole sanitaire pour avoir regardé très rapidement les conditions d'entrée justement dans les boîtes et pour avoir cherché à comprendre pourquoi un grand nombre de ces boîtes n'allaient pas rouvrir dans les prochains mois. On comprend que nos gouvernants n'ont pas dû aller en boîte depuis très très longtemps, parce que se retrouver à la sortie d'une boîte, devoir faire un test, bon déjà ça casse un petit peu l'ambiance, hein. C'est pas exactement, quand vous arrivez à 11h30 minuit dans une boîte, c'est pas exactement les dispositions dans lesquelles vous êtes. Je pense que ça pose aussi beaucoup de problèmes de sécurité qui sont mal prises en compte, parce que toutes les personnes qui vont être refoulées, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est autant de personnes qui vont squatter devant, qui vont boire, etc. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est pas forcément très cohérent aussi d'un point de vue sécurité et sanitaire, parce que ça va créer des regroupements non maîtrisés. Et puis d'un point de vue purement de l'expérience utilisateur, je suis pas certain que finalement cette expérience au rabais soit vraiment une bonne pub à faire pour les boîtes. En fait, elles nous manquent beaucoup, ces discothèques, mais est-ce qu'il valait mieux pas encore un petit peu attendre pour retrouver finalement ces lieux tels qu'on les a connus ? Est-ce qu'on ne va pas finalement s'en dégoûter un petit peu en les redécouvrant d'une façon tellement contrainte que ce sera synonyme d'un moment finalement pas aussi bon qu'on l'espérait. Donc je suis pas certain en fait de l'intérêt d'avoir rouvert dès maintenant. Maxence Petit, selon vous, c'est pour ça peut-être que de nombreuses boîtes de nuit ont décidé de rester fermées, justement parce que l'expérience proposée aujourd'hui avec le protocole sanitaire, ça suffisait pas. Ouais, clairement, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi une grosse problématique de main-d'œuvre, en fait, de recrutement de saisonniers, etc. On sait que, évidemment, les boîtes pendant l'été, c'est essentiellement dans les lieux de villégiature. Et aujourd'hui, on a quand même un gros souci, un gros sujet de recrutement de saisonniers. Donc, il y a une partie de la réponse qui est là. Et puis, il y a effectivement cette crainte vis-à-vis du protocole sanitaire, qu'on peut largement comprendre. Hein. Un gestionnaire de boîte de nuit, a priori, il n'est pas formé à faire d'appliquer ce type de règles.
Et pour finir, effectivement, je pense qu'ils ont un petit peu peur, finalement, de ne pas pouvoir proposer la même expérience, le même plaisir, proposer le même plaisir que ce qu'on pouvait trouver dans ces lieux il y a encore quelques temps. Et donc, certains ont préféré et préféreront rester fermés, même si c'est évidemment à contre-cœur et si on a très envie de les plaindre, hein, parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas depuis très très longtemps et dont on a assez peu parlé. Autre sujet que nous voulions aborder avec vous ce soir, on part en Chine. Les petits Chinois soumis à la reconnaissance faciale. Tencent, leader du jeu vidéo en Chine, l'impose désormais aux mineurs chinois pour les empêcher de contourner l'interdiction de jouer de 22h à 8h du matin. Une mesure qui vise à réduire l'addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes. Adrien Ten, sous fond donc de protection des mineurs face aux dangers des écrans, comment analysez-vous cette mesure ? Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Je suis pas un expert du sujet, mais la reconnaissance faciale et l'identification par la vidéo dans la rue, par l'intelligence artificielle en Chine, c'est pas nouveau. L'histoire récente montre que c'est le chemin qui a été pris par la Chine pour un certain nombre de contrôle, y compris la capacité à accepter la mobilisation très large des images des gens dans les bases de données pour entraîner l'intelligence artificielle, y compris le score social chinois. Donc, vu depuis ma fenêtre de français, c'est un comportement qui choque, c'est certain. Je ne suis pas certain que si j'avais des enfants, j'aurais voulu les voir soumis à ça. Cela étant dit, c'est dans la droite ligne de la façon dont la Chine a évolué ces dernières années. Maxence Petit, un mot là-dessus. C'est vrai que côté européen, ça peut sembler une atteinte aux libertés. Côté chinois, peut-être pas ? Clairement pas. En fait, ils ont accepté depuis bien longtemps cette reconnaissance faciale. Vous sortez dans la rue en Chine, pour y avoir passé beaucoup de temps, vous sortez dans la rue, de toute façon, vous êtes scanné de haut en bas. Donc ça, ils l'ont accepté. Évidemment, de notre point de vue, c'est extrêmement particulier, voire totalement inacceptable. Après, sur cet exemple très précis des jeux vidéo, à la limite, c'est peut-être un des usages qui peut être effectivement à peu près intéressant, puisque là, il ne s'agit pas, à mon avis, évidemment, il s'agit de fliquer, hein, c'est dans la droite lignée de ce que fait le gouvernement chinois, mais là, avec un objectif qui est potentiellement de protéger une population d'un danger identifié. Donc, c'est pas le pire, en fait. Je trouve que c'est presque anecdotique au regard de ce que la Chine impose à sa population depuis déjà pas mal de temps. Encore une fois, vous ne pouvez pas sortir dans la rue en Chine sans être d'ores et déjà identifié, filmé partout. Donc, oui, c'est comme le disait Adrien, c'est dans la droite lignée de ce qu'ils font déjà depuis longtemps. C'est pas la partie qui me choque le plus. Ça reste choquant, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Maxence Petit, merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Colivio. Merci à vous. Adrien Ten, économiste chez BSI Economics, évidemment. Merci d'avoir été en plateau avec nous, nous avoir accompagnés. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Bonne soirée à tous et bon week-end sur Bismart.